Alors, bienvenue à cette conférence sur la fraude qui s'intitule « Trop beau pour être vrai ». Mon nom est Valérie Sauvé, je suis analyste à la direction de l'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers. Comme Dr Davignon le mentionnait, je suis accompagnée de mon collègue Michel Gariepi, donc nous allons nous partager la présentation aujourd'hui. Et ce que je vous propose, tout d'abord, c'est de vous faire une courte présentation de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui nous connaissent moins. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. On va voir comment détecter la fraude. Mon collègue Michel va vous décrire vraiment les principales fraudes qu'on a vues, nous, à l'Autorité des marchés financiers et qui risquent peut-être de vous atteindre. On ne veut pas et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. On va également entendre le témoignage de 2 victimes de fraude. Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre de voir quelles sont les tactiques qui sont employées par les fraudeurs pour enjôler leurs victimes. Vous allez voir, il y en a. On va voir rapidement quand il faut porter plainte à la police et à l'Autorité des marchés financiers. Et comme décrit, on va avoir une courte période de questions à la fin de la présentation. Michel et moi allons nous rendre disponibles pour répondre à vos questions. Alors, qui nous sommes à l'Autorité des marchés financiers? Nous sommes l'organisme qui encadre les marchés financiers au Québec et qui prête assistance aux consommateurs de produits et services financiers. Nous avons fêté nos 10 ans d'existence en 2014. On relève du ministre des Finances, donc M. Letao, et notre financement, comment ça fonctionne, c'est qu'on est financé entièrement par l'industrie. Donc, les gens qui sont inscrits chez nous doivent faire une cotisation et c'est comme ça que l'Autorité des marchés financiers est financée. En fait, notre mission se divise en 2 parties. Alors, j'ai dit tantôt, on encadre les marchés financiers au Québec. C'est quoi les marchés financiers au Québec? Je vais vous donner des exemples très précis. Qui a une assurance ici dans la salle aujourd'hui? Alors, votre compagnie d'assurance, elle est encadrée. Les activités de votre compagnie d'assurance sont encadrées par l'Autorité des marchés financiers. Également, votre caisse populaire, pour ceux qui ont un compte dans une caisse populaire, des investissements dans une caisse populaire. Et ici, j'aimerais préciser que l'Autorité, on n'encadre pas les banques. Les banques, ça relève du fédéral. Mais les caisses populaires, ça relève de nous à l'Autorité des marchés financiers. C'est nous qui les encadrons. Alors aussi, votre conseiller financier ou votre représentant en assurance, ce sont des gens qui sont encadrés par nous, et aussi les compagnies dans lesquelles vous souhaitez investir et qui font un appel public à l'épargne. Alors, c'est assez vaste quand même comme domaine, on touche pas mal de sujets à l'autorité. Ça, c'est la première partie, on encadre les marchés financiers. La deuxième partie, on prête assistance aux consommateurs de produits et services financiers. Comment on fait ça? Bien, tout d'abord, on a un centre d'information. Vous savez que vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, pour poser des questions au sujet des finances. Je vais vous donner un exemple de questions qu'on reçoit à l'Autorité. Est-ce que mon représentant qui veut me vendre un investissement, est-ce qu'il est inscrit chez vous? Et là, on est content que les gens nous appellent pour ça. Il y a une dame qui m'en parlait tantôt à l'entrée, parce que ça veut dire que c'est une vérification qui est importante à faire. Mon collègue Michel va vous en parler tantôt. Ou peut-être que les gens nous appellent pour nous parler d'un produit d'assurance ou d'investissement qu'ils ne comprennent pas. On peut faire les vérifications avec eux. On reçoit environ une trentaine de 1000 appels par année de la part de consommateurs. D'autres choses qu'on fait pour prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers, on a une direction du traitement des plaintes et de l'indemnisation. Donc, on va voir un petit peu plus tard dans la présentation quand est-ce qu'il faut porter plainte à l'Autorité des marchés financiers et ce qu'on peut faire pour vous. On a également des activités en éducation financière. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Donc, on fait des conférences, vous avez des brochures. Il y en a certains d'entre vous qui avez eu notre brochure « Trop beau pour être vrai ». On a des publications sur nos sites Web. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter après la conférence nos 2 sites, www.l'autorité.qc.ca et tesaffaires.com. Ça, c'est pour les jeunes de 17 à 22 ans. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des fois, on veut présenter ça de façon différente pour eux, pour que ça soit plus intéressant. Et autant sur le site de l'Autorité que sur le site de Tes Affaires, vous avez une section sur la fraude financière et vous allez avoir un complément d'information sur ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va tout de suite entendre le témoignage d'une victime de fraude et ça va nous lancer pour la suite.
Alors, moi, j'ai toujours eu mes économies à la caisse pop, tout simplement. J'ai jamais fait d'investissement et de jeu à la bourse ou quoi que ce soit. J'y connais rien, sauf qu'un jour, le fils d'un très bon ami avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années vient me trouver puis il dit, écoute, mon père m'a dit, traite-la comme ta sœur et puis fais-y profiter de ta proposition. Alors, il me propose d'investir dans une compagnie pharmaceutique qui va bientôt s'installer, qui n'est pas encore en bourse et tout ça, puis je vais être une des privilégiées, une des premières à pouvoir me retirer millionnaire au bout d'un an. Je signe un papier comme quoi il peut se servir c'est lui qui me représente. Donc, il peut se servir dans mes comptes, dans mes REER, dans n'importe quoi. Il peut aller piger où il veut pour ramasser tous les argents dont il dit avoir besoin. Alors, il ramasse tous mes REER. Il ramasse tout ce que j'avais comme argent. Il ramasse tout, il gratte. Et puis, à un moment donné, on a arrêté ça faisait plus qu'un an, on a arrêté de faire sortir du REER, on a arrêté ça à la banque. Et puis, j'ai perdu, ça descendait, c'était rendu à la bourse. Puis là, j'ai dit, faut se retirer, faut vendre. Non, vends pas. Lui, c'est mon conseiller. Confiance. Tu vas être millionnaire. Puis son père aussi. Puis, alors, je veux dire, on est en confiance, là, bon. Alors, je vends pas. Bon, j'ai pas vendu, puis c'est rendu à 6 cents maintenant. C'est épouvantable, c'est une perte totale. En plus de ça, en 2003, il me fait faire un prêt pour lui, à son agence à lui, un prêt personnel, à 27 % d'intérêt. Oh, ça, 27 % d'intérêt, c'est sa compagnie à lui, c'est lui. Jeune qui promet, plein d'avenir, brillant et tout. Bon. J'ai perdu, il a déclaré faillite. Il m'a fait signer un papier comme quoi j'étais bien en connaissance de cause d'une décharge. Là, je ne peux pas revenir contre lui. J'ai signé que je n'avais pas été sollicité. C'était, hein, il m'a pris juste au moment où j'avais donc envie de me retirer, puis de voyager, puis de faire le tour du monde. Mais oui, tu vas le faire l'année prochaine, boucler ton voyage autour du monde, tu sais. Là, je travaille, il faut que je travaille. J'ai pas le choix de travailler. Qu'est-ce que je retire de cette aventure, de cette mésaventure-là? C'est qu'il ne faut pas d'abord mettre ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est pas vrai. T'en mets en investissement, en immobilier, t'en mets ici, t'en mets là, t'en mets dans des REER, t'en mets un peu partout, tu diversifies. N'importe quel imbécile, c'est ça, je l'ai appris. Ça m'a coûté cher pour l'apprendre, mais j'ai compris, je l'ai appris, il faut diversifier, il faut écouter son entourage, puis aller voir des conseillers, la banque, d'autres mondes, autour. Il faut aller voir ailleurs. Ça fait de la peine à voir ça, hein? Donnez-moi un petit moment, je retrouve ma présentation. Alors, moi, ce que je retiens principalement du témoignage de Mme Grimaldi, c'est qu'elle faisait confiance, et ça, c'est un des trucs des fraudeurs, c'est d'utiliser le lien de confiance qu'ils ont avec leurs victimes. Et on faisait une série de conférences il y a quelques années avec Guy Mongrain, qui a aussi été victime de fraude de la part d'un très grand ami.
Puis il disait quelque chose que je retiens encore. Quand il s'agit de placer nos sous, de notre argent, il faut enlever notre casquette d'amis. Parce que quand on a notre casquette d'amis, on fait confiance puis on ne pose pas de questions. Puis il faut mettre notre casquette d'homme ou de femme d'affaires. Et ça m'avait marqué parce que c'est la confiance, c'est le lien principal souvent que les fraudeurs vont être tentés d'établir avec leurs victimes. Alors, un des premiers trucs pour détecter la fraude, c'est de savoir qu'elle est présente et qu'elle existe. On dit que être victime de fraude financière, ça n'arrive qu'aux autres. En fait, au Canada, il y a 1 Canadien sur 5 qui s'est déjà fait offrir un placement frauduleux. Donc, c'est beaucoup. C'est sûr que dans la salle ici, il y en a aujourd'hui. On dit qu'il faut être riche pour être victime de fraude financière. C'est totalement faux. Vous savez, il y a des gens qui empruntent pour investir. Ils n'ont même pas les sous, ils empruntent pour investir tellement ils sont aveuglés par les possibilités de rendement. Et aussi, vous savez qu'un fraudeur, c'est beaucoup plus intéressant et facile de faire des fraudes de moins de 100 $, mais d'en faire beaucoup, que d'arriver avec une grosse fraude de 100 000. On se méfie là, quand c'est des gros montants de 100 000 $, mais quand c'est des petits montants, notre niveau de méfiance baisse. Donc, c'est pas vrai qu'il faut être riche pour être victime de fraude financière. Il faut juste être conscient que ça existe et toujours être vigilant. Au Québec, c'est 4,5 % des Québécois qui ont été victimes de fraude en assurance ou en investissement. Parce que oui, la fraude en assurance, ça existe aussi. Et il y a 12 % des Québécois qui pensent avoir été victimes d'une tentative de fraude. Alors ça peut être en personne, sur le web, par téléphone. Alors, même dans les petites annonces, des fois, dans les journaux, on en a vu aussi. En réalité, et la triste réalité, c'est que la fraude, ça coûte très cher et qu'il y a très peu de chances de récupérer son argent. Pourquoi? Bien, souvent, les fraudeurs disparaissent avec l'argent. Et quand ils n'ont pas disparu avec l'argent, souvent, l'argent a été dépensé. Souvent, ce sont des gens qui mènent des gros trains de vie. Grosses voitures, condos, gros train de vie. Et ça inspire confiance pour les victimes parce qu'ils se disent, cet homme-là ou cette femme-là réussit bien. Mais en réalité, c'est l'argent des victimes qui est dépensé. Alors, il ne faut pas se fier là-dessus pour penser que quelqu'un a bien réussi. Ils ne vont pas mettre ça dans leur CELI. Malgré que tous peuvent être victimes de fraude, on a remarqué qu'il y a un certain type de personnalité qui avait encore plus de chances d'être victimes de fraude, malheureusement. Alors, ce sont des gens qui ont très confiance en leurs décisions. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas demander à gauche ou à droite, donc ils n'auront pas la chance d'avoir un signal d'alarme d'un ami ou d'une connaissance. Des gens qui ont un niveau de scolarité élevé aussi. Des investisseurs autonomes, donc des gens qui prennent leurs décisions seuls et qui ne font pas nécessairement affaire avec un représentant qui est inscrit à l'autorité. Et les gens qui sont prêts à assumer des risques. Les gens qui aiment un petit peu jouer à la loterie aussi. Donc, il y a un petit peu plus de chances d'être victime de fraude. Pour ce qui est des fraudes classiques, je vais laisser la parole à mon expert, Michel Gariepi. Merci Valérie. Alors, la première fraude dont je vais vous... premièrement, merci d'être venu par une si belle journée. Mais la première fraude dont je vais vous parler, c'est la fraude à la Ponzi. Levez la main ceux qui ont déjà entendu parler de fraude à la Ponzi. OK? Ponzi. Des fois, on appelle ça de la fraude pyramidale. C'est à peu près la même chose. OK? Ça ne date pas d'hier, ça date des années 20. L'inventeur de ça, le génie derrière ça, un génie avec des cornes, c'est M. Charles Ponzi, qui était un monsieur qui venait de Boston, mais qui a vécu à Montréal aussi dans les années 20. Comment ça fonctionnait, cette passe-là? Et comment ça fonctionne? Ça existe encore. Il l'a inventé dans les années 20, mais en 2015, il y en a encore. C'est que, par exemple, moi, je viens ici, je viens vous rencontrer, je viens vous proposer des placements. Je dis à M. Davignon, investissez 10 000 $ avec moi, je vais vous donner des excellents rendements, du 10-15 % par mois. M. Davignon embarque. Madame ici embarque aussi, 10 000, 10 000. Je fais embarquer par une dizaine de personnes, puis je leur dis... mais là, trouvez-moi d'autres mondes aussi. Je vais peut-être même vous donner une petite prime avec ça. Fait qu'avec le premier 10 000 que M. Davignon m'a remis avec confiance, après un mois, je donne 1 000 $ à madame, 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $. Je donne 1 000 $ aussi à M. Davignon. Puis là, vous dites, hey, ça va bien, j'ai 10 % de rendement tout de suite après un mois
Sauf que ce que j'ai fait, j'ai pris de l'argent de M. Davignon, je vous en ai donné, je vous en ai donné. Là, vous recrutez d'autres monde. Eux autres ici mettent leurs 10 000. Les premiers mois, je leur envoie 1 000 chaque. Hey, c'est payant, c'est payant. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va... Il peut arriver 2 affaires. Les gens qui me redemandent du capital ou je me pousse. Hein? C'est que sur votre 10 000, il va peut-être vous remettre 2 000. Vous pensez que vous allez frapper le jackpot, comme on dit. Mais il n'y a rien en arrière de ça. Moi, après 3 mois, soit que si vous me demandez votre capital ou n'importe quoi, je me sauve. Je me sauve avec tout votre argent. Puis là, vous avez eu peut-être 2 000 sur votre 10 000. Je me suis sauvé. Parce que, en fait, c'était du vent. OK? Puis quand je commence à avoir de la misère à recruter des nouveaux investisseurs ou quand vous demandez votre capital, votre 10 000 d'origine, là, ça s'écroule, je me pousse. Avec tout, je me pousse, puis vous avez perdu votre argent, puis moi, j'ai beaucoup d'argent. Ponzi, à l'époque, au 20e siècle, il avait ramassé 20 millions de dollars US avec ça. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 222 millions qu'il ferait. Il a emmené 5 banques américaines dans la faillite avec lui parce qu'il y avait même des banques qui avaient investi là-dedans. Donc, ça, c'est une fraude qui est encore, sous différentes variables, qui a encore lieu. D'autres genres de fraudes classiques. Combien d'entre vous utilisent Internet? OK. Combien investissent par Internet? Ça, c'est un petit peu peut-être un peu moins fréquent. La promotion de vente de titres, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, je m'en vais sur Internet. J'ai des actions d'une compagnie qui a à peu près ABC technique que personne ne connaît. Et puis j'ai un gros bloc de ces actions-là qui valent peut-être 10 sous chaque. Puis là, moi, je m'en vais sur Internet. Puis mon nom, c'est Michel Gariepi, mais là, je change de nom. Puis je commence à faire la promotion de cette compagnie-là, ABC technique. Je dis, hey, ça s'en va en bas, ça fait ci. J'invente des rumeurs, ça s'enflamme. Puis là, il y a une demande pour ces actions-là. Puis ça monte à, mettons, à 10 $ l'action. Je vous vends ces actions-là à 10 $, ça vaut 10 cents. Puis là, à un moment donné, comme le gars d'avant avec la chaîne de Ponzi, je me pousse. Je me sauve. Là, vous vous rendez compte le lendemain que les actions valent 5 cents. Parce que là, je vous ai vendu encore du vent. Je vous ai vendu des actions qui valent rien. Puis j'ai été sur des forums en ligne ou n'importe quoi, puis j'ai fait la promotion de ces titres-là. Mais de compagnie, dans le fin de compte, c'est une coquille vide. OK? Puis encore... Pardonnez-moi l'expression, mais encore plus pire que ça, je suis pas mal baveux. Hein? Là, vous êtes rendu avec des actions à 5 cents. Je change de nom encore. Je m'appelle Albert Tremblay. Et je dis, écoutez, je sais que vous avez payé 10 $, des actions qui valent 5 cents. Je dis, moi, pour des raisons fiscales, je pourrais vous racheter ces actions-là à 7 $. Là, vous dites, bien, je vais quand même couper ma perte. Je dis, sauf que pour vous vendre ces actions-là à 7 $, il faut que je vous charge un frais d'ouverture de dossier. Mettons 500 $, 600 $ chaque, vous m'envoyez l'argent. Ça fait 2 fois que je vous ai, en anglais, on appelle ça du double dipping. Donc, je suis un petit peu baveux, je vous ai fraudé 2 fois. Et ça arrive très souvent. Vous faites frauder une fois, soit que moi, je vous fraude ou que j'envoie de la liste de mes poissons à un autre fraudeur, et puis là, vous fraudez. Donc, eux passent 2 fois de la caisse et vous faites avoir 2 fois. Donc, faites attention, si vous avez été victime de fraude une fois, ils vont peut-être se réessayer. Les groupes d'affinité, la fraude des groupes d'affinité, ça se voit, ça peut être dans des activités des gens du 3e âge, ça peut être des activités de groupes ethniques. Vous avez quelqu'un, vous appartenez à un groupe ethnique, par exemple, vous êtes la communauté haïtienne, italienne, chinoise, peu importe, il y a quelqu'un de votre communauté qui vous approche, qui se présente, qui est dans les mêmes activités que vous, qui arrive bien habillé avec un complet Armani, qui arrive en BMW, puis là, il commence à vous parler des bons placements qu'il a fait, puis que là, vous lui faites confiance parce qu'il est de la même communauté, il est du même âge, il est dans votre gang, puis il semble avoir du succès, le ou la personne. Alors là, vous dites, OK, moi aussi, j'aimerais ça investir et là, vous investissez avec cette personne-là de votre communauté, et après quelques mois, la personne, encore une fois, se sauve. On voit souvent ça aux États-Unis, où c'est dans des groupes, parfois au niveau de la paroisse, ils ont besoin d'argent pour réparer le toit de la chapelle ou de l'église. Ils disent, bien, si on se cotise tout ensemble, on investit, dans 1 an, on va pouvoir réparer le toit. Ils investissent avec la personne. À un moment donné, la personne ne se présente pas à l'église, elle s'est poussée. Donc, c'est ça qu'on appelle un groupe d'affinité, des gens qui font semblant qu'ils ont les mêmes affinités, qui ont vos affinités, puis après ça, ils établissent un lien de confiance, puis ils se poussent. Dans le cas de Mme Grimaldi, ça peut être ça, parce que son bon ami en question, qui est décédé aujourd'hui, était aussi dans la communauté artistique.
elle a fait confiance au fils de cette personne-là, parce que, bon, c'était le fils de quelqu'un dans la communauté artistique, puis là, évidemment, elle s'est fait avoir. L'hameçonnage. Je vais vous montrer un exemple. Y a-t-il des gens qui ont déjà reçu des courriels comme ça? Des courriels de Desjardins, Banque Royale, Banque Nationale. Hein? Ça, on en reçoit souvent. Moi, je n'ai pas de compte à la Banque Royale, j'en ai pas à Scotia non plus. Puis j'en reçois. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de fouiller dans votre compte, M. Gariepi, ou il y a des transactions bizarres dans votre compte. Il faudrait que vous cliquiez sur le lien qui est là. Là, si moi, ce qui arrive, des fois, je suis en panique. Je dis, ah, c'est quoi cette histoire-là? Je clique sur le lien. Ils vont m'amener sur un... je ne l'ai pas, là, mais ils vont m'amener sur un site qui va ressembler à un site de chez Desjardins. Mais ce n'est pas le site de chez Desjardins. Vous allez cliquer sur le lien. Ils vont vous demander toutes sortes d'infos, votre numéro d'assurance sociale, ils vont peut-être votre mot de passe, votre numéro de carte de débit, parce qu'ils disent qu'ils veulent remettre à jour votre information. Mais non, ils veulent avoir vos informations. Puis après ça, ils vont vous voler votre identité, peuvent demander, par exemple, un prêt à votre nom. Des banques, que ce soit Desjardins, Banque Nationale, Scotia, toutes les institutions qu'on connaît, ils ne vous contacteront pas de cette façon-là s'il y a un problème dans votre compte. Fait que ça, ces genres de courriels-là, jetez-les. Ce qui nous protège des fois quand on reçoit des courriels comme ça en français, c'est qu'ils sont bourrés de fautes d'orthographe. Parce que je vous explique, vous allez cliquer là-dessus, vous allez ça ressemble à un courriel de Desjardins, mais là, vous allez avoir des fautes d'orthographe. Vous allez cliquer sur le lien, vous arrivez sur un site encore avec le beau logo de Desjardins, puis là, les accents aigus, les accents graves, les conjugaisons de verbes, il n'y a rien qui fonctionne. C'est que c'est des sites souvent qui sont soit en Europe de l'Est, soit en Afrique. OK? Puis après ça, vous allez appeler Desjardins, ils vont faire fermer le site, le lendemain, ils vont l'ouvrir ailleurs. OK? Donc, ces courriels-là, sacrez ça aux poubelles. Occupez-vous pas de ça. Okay? Allez jamais cliquer sur ces liens-là. C'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Un exemple de fraude. Marie reçoit une indemnité d'assurance suite au décès de son époux. Hein, des choses qui arrivent. On lui offre de placer cet argent dans une affaire en or à 20 d'intérêt. On lui dit que c'est sans risque. Est-ce que vous investissez? La veuve joyeuse, le joyeux veuf, est-ce qu'il devrait investir? Non. Hein? Parce que, évidemment, à 20 d'intérêt de nos jours, c'est à peu près, c'est impossible. Et surtout, ça, 20 sans risque. Hein? Comme Francine Grimaldi qui faisait un prêt qui se faisait offrir du 27 c'est impossible. Hein? Il y a anguille sous roche. Donc, c'est le genre... Est-ce que vous vous souvenez du cas Earl Jones? C'était souvent ça, hein? Il était très... En fait, ça ressemblait à une fraude par affinité, communauté anglophone du West Island. Connaissait les gens, membres du club de golf, connaissait les gens qui décédaient. Il se présentait, monsieur, madame, vous connaissez, je sais que vous avez vécu un deuil, vous avez des problèmes, vous allez recevoir de l'assurance, vous avez des problèmes, placez ça, vous viendrez me voir. Évidemment, les gens sont fait avoir. Donc ça, c'est un... On va revenir tantôt sur d'autres indices que c'est une fraude, mais là, c'est à 20 d'intérêt sans risque. Partez à courir. Si jamais vous trouvez des placements 20 sans risque, vous m'appellerez au bureau parce que moi aussi, je vais vouloir investir puis prendre ma retraite. Puis venez passer plus de temps avec vous ici. OK? Un autre exemple de fraude potentielle, un ami de Paul lui offre des conseils financiers. C'est simple. Paul ouvrira un compte chez un courtier à escompte. Qu'est-ce qu'on a? On a le discount broker, du courtage en ligne, par exemple. Ensuite, Paul donnera son mot de passe à son ami. OK? Ça, on a déjà vu ça. Des fois, on participe à des salons, le salon épargne, le salon formation, le salon emploi, puis il y a des gens qui viennent nous voir, puis le monsieur était venu me voir, il dit, j'avais un compte chez Disnat, un compte de courtage en ligne, donc il n'y a pas de conseil, puis sa femme lui a dit, pourquoi tu ne donnerais pas ton mot de passe à ton beau-frère? Lui, il connaissait les investissements, il va pouvoir transiger ton nom. Fait que le monsieur avait peut-être 150 000 dans un compte chez Disnat. Le beau-frère a commencé à jouer là-dedans. À un moment donné, il s'est réveillé, ça valait 50 000. Peut-être que le beau-frère n'était pas si compétent que ça. Peut-être que le beau-frère n'a pas voulu frauder, mais il a commencé à faire des transactions qui se sont avérées douteuses. Ça n'a pas fonctionné, les actions ont piqué du nez. Après ça, le monsieur a appelé chez Disnat, ou comme il appellerait n'importe où. Il dit, bien là, j'ai perdu de l'argent, pouvez-vous me rembourser? Mais non, vous avez donné votre mot de passe. C'est comme si vous
Si vous me donnez votre carte crédit, votre carte de débit avec votre NIP dessus, vous me dites, ben, pars avec ça. La banque ne vous remboursera pas parce que vous avez été imprudent. OK? Donc, si vous avez un compte de courtage en ligne, compte de courtage à escompte, OK? Faites vos transactions vous-même. OK? Ne confiez pas ça à votre beau-frère, votre belle-sœur. Ils vont peut-être avoir des bonnes intentions, mais ils n'auront peut-être pas les compétences. Si vous êtes plus intéressé à gérer votre portefeuille vous-même, utilisez les services d'un conseiller financier, d'un représentant en épargne collective ou d'un représentant en placement. On va revenir sur comment vérifier l'inscription, mais confiez vos épargnes et vos placements à quelqu'un qui est inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers et qui est compétent pour gérer vos finances. On va revenir sur comment... il y a une façon de faire, on va revenir là-dessus. Il y a des fraudes. Là, on sort peut-être un petit peu de la fraude de produits et services financiers purs comme tels. C'est des fraudes qui sont un petit peu moins flamboyantes, mais c'est des fraudes qui, encore chaque année, font de nombreuses victimes chez des gens de tous les âges, des gens aînés, mais des gens plus jeunes, des gens plus vieux, des gens en santé, des gens en moins bonne santé. Donc, encore une fois, ce n'est pas lié aux produits et services financiers, mais c'est quand même de la fraude financière parce que vous allez perdre de l'argent. Au printemps, habituellement, puis il y a eu une vague de ça, surtout l'an passé, il y avait des annonces en ligne sur des pilules pour perdre du poids facilement, sans diète, sans exercice. Donc, vous commandiez en ligne ces pilules-là. Je ne pense pas que le Dr Devignon a souvent fait des prescriptions pour ce genre de pilules-là dans sa vie. Donc, c'est ça, sans effort. Donc, vous allez recevoir des pilules pour perdre du poids. C'est le fun à l'approche de l'été. Mais évidemment, quand vous recevez peut-être que vous allez recevoir les pilules, mais vous n'allez pas perdre de poids, vous allez juste perdre votre argent. OK? Faites attention à ça. Ça a été très à la mode l'an passé. La fraude nigériane, ça a été plus populaire il y a 5-6 ans, mais ça existe encore. C'est quoi, la fraude nigériane? Vous recevez un courriel de quelqu'un qui se dit qu'il est en Afrique et qui a hérité de 50 millions de dollars US à peu près, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne peut pas sortir. L'argent du pays est en danger. Son beau-père, il court après, puis ça. Puis là, il sollicite votre aide. Il dit, je suis prêt à vous transférer de l'argent si vous m'aidez. Je suis prêt à vous donner, sur mes 50 millions, je suis prêt à vous donner 5 millions de dollars US. Là, vous allez dire, wow, c'est le fun, ça. Sauf que faudrait que vous m'aidiez, pour m'aider, il faudrait que vous m'aidiez, par exemple, à obtenir un visa, un passeport, puis ça, puis il y a des frais reliés à ça. Là, vous allez envoyer de l'argent pour que la personne parte au Western Union, pour que la personne se paye un passeport, des visas, puis là, elle va vous revenir. Là, j'aurais besoin d'argent pour m'engager un avocat parce que j'ai des pépins. Vous renvoyez encore de l'argent. Évidemment, vous allez devenir une banque sans fin, un petit cochon, une petite tirelire pour cette personne-là. Ils vont toujours vous demander de l'argent, puis évidemment, vous n'aurez jamais votre 5 millions de dollars parce que c'est quelqu'un qui se fout de votre gueule un petit peu en Afrique puis qui vous fraude. Donc ça a été souvent, la personne se présentait comme un prince ou une princesse. Payer en trop. Il y a un site qui s'appelle Kijiji. C'est un site parfaitement légal. Vous pouvez vendre votre laveuse, votre auto, vous pouvez acheter des billets de spectacle là-dessus, vous pouvez vendre des billets de spectacle. Par exemple, vous vendez votre laveuse parce que vous déménagez en appartement puis vous avez des laveuses sécheuses en bas, fait que vous n'avez plus de besoin. Puis là, vous la vendez, votre laveuse, 1 000 $, parce que c'est encore en très bonne condition. La personne vous envoie un chèque de 10 000. Elle dit, « Oh, excusez, j'ai fait une erreur. Je vous ai envoyé 10 000 ou 1 000. Gardez-vous 50 pièces là-dessus, pouvez-vous me renvoyer le change de 9 950 $. Vous renvoyez 9 950 $ parce que c'est du change. Hein, et puis, finalement, le chèque de 10 000 que vous avez reçu est faux. OK? Mais là, ça, vous en apercevez trop tard et la personne disparaît. Donc, ça a été une petite mode. Kijiji, encore une fois, est un site légal et vous met toujours en garde contre ça. Les logiciels antivirus, vous avez peut-être vu ça à un moment donné, vous êtes sur Internet. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui pop à l'écran. Poup! Ah, votre ordinateur est infecté. Veuillez agir maintenant pour nettoyer votre ordinateur parce que là, on a repéré des virus. Vous allez mettre votre numéro de carte de crédit, vous allez acheter le logiciel. Il n'y a pas de logiciel là, mais eux, ils ont chargé, ils sont avec votre numéro de carte de crédit. 2, ils ont chargé peut-être 100$ pour quelque chose dont vous n'avez pas eu besoin. OK?
faites excessivement attention à ça. Il y a une autre affaire aussi. Je sais qu'il y a... Là, ça, c'est entre vous et moi. Hein? On n'en parle pas ailleurs. Il y a quelque chose qui s'appelle aussi la sextorsion. Si, par accident, des fois, vous allez sur un site pour adultes, il se pourrait que vous receviez à un moment donné une fenêtre qui est... Encore une fois, il n'y a personne qui fait ça ici, je sais. Mais à un moment donné, pop, il y a quelque chose qui arrive à l'écran, ça dit c'est la GRC et que là, vous êtes sur un site illégal, qui a des photos porno illégales, et de payer, de mettre votre numéro de carte de crédit pour payer une amende immédiatement, sinon, il envoie la police chez vous. On a eu un cas dans un cégep d'un jeune qui s'était fait avoir comme ça, il a payé, mais évidemment, ce n'est pas la GRC, ça peut être une fenêtre du FBI, tout ça. Juste fermez votre ordinateur, OK? La GRC, la SQ, la police de Montréal ne procéderont pas comme ça. Encore une fois, je vous direz ça à vos amis, là, je suis sûr que vous n'y allez pas. La fraude grand-mère, ça, ou la fraude grand-père, dépendamment des cas. Vous recevez un appel à un moment donné, puis, mettons, vous avez une petite fille qui s'appelle Noémie. Puis là, vous recevez un appel à la maison, puis elle dit « Salut grand-maman, salut grand-papa, c'est Noémie. » « Ah, ça va, ça va? » Elle dit « Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a de Noémie? Vous ne reconnaissez pas la voix de votre petite fille. » Elle dit « Ah, c'est parce que j'ai eu un accident d'auto, puis là, j'ai une petite blessure à la mâchoire. Ça, tu ne reconnais pas ma voix. » « Ah, OK. » Elle dit « C'est ça. Puis lors de l'accident d'auto, ben j'étais à Québec, puis j'ai foncé dans un touriste américain, puis là, il y a un problème. En plus, j'étais en état d'ébriété. Là, le touriste américain serait prêt à passer l'éponge, puis la police aussi, si je donne 1 000 $ pour payer pour les dommages. Alors, puis là, votre petite fille, Noémie, dit, là, j'en ai pas parlé à mes parents, je te fais confiance, grand-maman, grand-papa, parle-en pas à mes parents, mais peux-tu m'envoyer par Western Union ou je vais envoyer quelqu'un chez vous pour aller chercher l'argent? Et là, vous payez. Évidemment, c'était pas Noémie. C'était quelqu'un qui a été sur le compte Facebook de Noémie, puis là, a vu votre photo comme grand-parent, a réussi à vous retracer, il vous a appelé. OK? Et il vous a fraudé. Noémie est confortablement à la maison. Mais là, ça s'appelle la fraude grand-parent, qui est quand même aujourd'hui assez commune. Dans un des cas, j'étais fait une présentation sur la Rive-Sud, et à un moment donné, la grand-mère, c'était un cas comme ça de soi-disant de brosse qui a mal reviré au Carnaval de Québec, puis un accident, puis il devait payer. Puis finalement, la grand-maman, elle a été chez Desjardins chercher l'argent, mais au moins la caissière, elle a comme allumé, parce que c'était un comportement inhabituel chez la grand-maman d'aller chercher une grosse somme cash comme ça. Donc, elle a allumé, puis ils ont réussi à envoyer la police, puis à arrêter la personne qui devait aller chercher l'argent à la résidence de la grand-maman. Donc, c'est une histoire qui s'est bien terminée. La fraude amoureuse, ça aussi, ça peut arriver à des gens de n'importe quel âge. Vous êtes sur Facebook ou un autre réseau social, où il y a quelqu'un qui vous demande de devenir ami. Puis bon, c'est une personne qui peut venir, qui dit qu'il peut être en Afrique, qui peut être en Europe de l'Est, et la personne établit un lien avec vous, et après 4 ou 5 échanges, vous déclare son amour. Hein? On a vu un cas de ça à la télévision, il y a une couple d'années, c'était un monsieur de Repentigny, veuf depuis peut-être 1 an, 2 ans, s'est fait une amie comme ça en Afrique, puis la personne, il a déclaré son amour, et le monsieur se sentait seul, était vulnérable, et a envoyé de l'argent pour des visas, pour des passeports, pour des billets d'avion. Il s'est fait vider, le pauvre monsieur, de 70 000 $ par une belle et jolie jeune femme qui disait que l'âge n'avait pas d'importance. Hein? L'âge n'avait pas d'importance, mais il a quand même perdu 70 000 $ dans l'aventure, puis il n'a jamais vu sa jeune fiancée africaine. Hein? Puis il y a des gens, des fois, qui vont, ils attendent à l'aéroport, mais bon, ça n'arrive jamais. Donc, soyez perspicace, parce qu'il y a des temps dans notre vie où on est vulnérable, puis personne n'est à 100% à l'abri de la fraude. Vous savez, on vous parle beaucoup de fraude dans les produits et services financiers, mais il faut quand même mettre un bémol. Nous, on vous parle justement de fraude aujourd'hui, mais si vous faites affaire avec un conseiller financier, un représentant, une personne inscrite, on dirait que 99,9% d'eux sont des gens compétents et des gens très honnêtes aussi. Mais nous, évidemment, il faut qu'on vous parle de la petite goutte d'huile dans l'eau des personnes qui vont vous frauder. Mais encore une fois, dans l'industrie, dans la grosse majorité des cas, vous avez affaire à des gens qui sont excessivement compétents et honnêtes. Donc, je vais passer ce message-là parce qu'on ne veut pas juste seulement être alarmiste. Les gens me demandent, ça va être quoi la fraude dans quelques années? Vers où on se dirige? Hein? Est-ce que ça va changer? La fraude va toujours en avoir.
On estime qu'il y aura 2,5 milliards d'utilisateurs Internet en ce moment. Puis d'ici, ça c'était l'an passé, donc d'ici 3 ans, on va peut-être monter à 4 milliards. Hein? L'Internet se répand un peu partout dans le monde, même dans les pays les moins développés. Donc, on va se retrouver. L'Internet est quand même très présente ici, mais elle va être de plus en plus présente en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, dans des pays qui sont un petit peu, qui ont des difficultés financières, ou des jeunes gens qui sont devant peu d'opportunités de carrière, peu de débouchés. Donc, des fois, la tentation de ces gens-là peut être, comme n'importe où, peut être la tentation quand on a peu de ressources, quand on a de la misère à survivre, à nourrir sa famille. La tentation est forte de frauder les gens. Hein? Donc, il va y avoir une nouvelle génération de personnes qui vont avoir accès à Internet et potentiellement devenir fraudeurs. On va avoir, à l'époque, quand on fraudait, à l'époque de Charles Ponzi, quand on voulait frauder, il fallait appeler au téléphone une personne à la fois ou envoyer des lettres dans des enveloppes avec des timbres. C'était long, c'était fastidieux. Aujourd'hui, avec les courriels, c'est de plus en plus rapide. Avec les textos, c'est de plus en plus rapide aussi. Les services de messagerie, ça va très vite. Donc, on peut envoyer des millions de messages à peu de frais. On n'a pas à payer le... C'est rendu combien un timbre? Je ne sais pas combien c'est rendu, mais combien? $1 du timbre. Si on voulait frauder, s'essayer à frauder 100 000 personnes, ça aurait coûté déjà de 100 000 $ de timbre. Aujourd'hui, c'est quasiment gratuit avec les courriels et les messageries. On va aussi avoir une sorte de cas de cyber-extorsion. Quand je vous parlais, par exemple, soi-disant des fenêtres de la GRC ou du FBI disant que vous avez été sur un site illégal, on appelle ça du cyber-extorsion, des gens qui se font demander des genres de rançons en ligne parce que soit qu'ils disent qu'ils ont des photos compromettantes de vous ou que vous avez été dans des endroits que vous n'étiez pas supposés. Donc, ça, c'est plus un message pour les jeunes. Il y a aussi, pour les plus jeunes, les applications mobiles. Il y a de plus en plus de fraudes qui ont lieu par application mobile. Il y a une fraude aussi qu'on appelait la fraude 1-900. À l'époque, vous receviez des appels qui vous demandaient d'appeler un numéro 1-900 ou un 1976 ou n'importe quoi pour réclamer un pli. Vous appeliez, c'était un long message, mais qui vous était tarifé. Ici, c'est illégal, mais dans d'autres pays, les gens s'essayent encore à faire ça. Donc, faites attention. Quand vous voyez sur votre afficheur des numéros 1-900 ou des affaires que vous ne reconnaissez pas. Alors, je vais vous montrer une autre capsule de vidéo témoignage d'une personne un peu moins connue, mais c'est tout aussi triste, sinon plus. Je m'appelle Marlène Gagnon et je suis une victime de fraude. Moi, je me suis fait frauder de 55 000 $. C'est de l'argent que j'avais gagné à l'Auto-Québec. Puis, ça a parti avec mon beau-frère qui était dans ça. Ça faisait quand même 1 an et demi qu'il était là-dedans. Lui, ça marchait très bien. Tous les mois, il y avait 1200 $, parce que lui, il avait déposé 100 000. Plus que tu déposes, plus que partir à tous les mois. C'est 50 % du montant que tu déposes. Moi, j'avais décidé de déposer 55 000. Parce que je m'avais dit, je vais placer 2 ans, mais que mon contrat de 2 ans finisse, même il était placé pour 2 ans. Et mon contrat de 2 ans finisse, là, je vais avoir un gros cash payé ma famille, puis mais ça s'est pas déroulé comme ça. Puis là, c'est ça, tous les mois, je fais des chèques aux gens qui me disent, puis en plus, il m'avait dit qu'il allait m'envoyer un beau certificat de 25 000, comme de quoi que j'avais déboursé ça là. Puis les autres, ils m'avaient dit, nous autres, on joue avec ça, mais il n'y a aucun risque. Il m'a emmené des dossiers, des plans que je pouvais emprunter, que j'aurais pu emprunter de m'acheter une maison. Fait que lui, quand il m'a tout compté ça, puis il m'a envoyé des papiers, des certificats, des diplômes. Il m'a envoyé un diplôme par la malle. Bon, on avait des réunions 1 fois par 2 mois, il louait des motels, puis là, il fallait donner 25 $ pour le buffet, puis il y avait des belles paroles, puis
Moi, j'ai pas fait les démarches avant, parce que je me disais, ben, mon beau-frère, il est là-dedans, puis lui, il a l'argent, puis il y en a, et ça rentre à tous les mois. C'est après que j'ai fait les démarches. Chez qui cette personne-là? Je suis montée à Montréal. Après ça, je me suis dit, voyons, Marlène, pourquoi tu ne l'as pas fait au début? Tu l'aurais perdu ton argent si tu aurais tout fait tes démarches là. C'est sûr que j'en ai voulu un peu à personne qui me fait rentrer là. Parce que dans le fond, ça se trouve mon conjoint qui m'a fait connaître son beau-frère, puis là, c'est sûr que j'en ai voulu. Je ne sais pas si j'en ai vraiment plus. Là. Mais dans le fond, on ne me dit pas que ça trouve non plus. Tu sais, je suis amie à pas signer les chiffres. C'est seulement à l'état des démarches que j'ai faites à la fin. Moi, ce que ça a fait changer dans ma vie, c'est d'arrêter de faire confiance aux gens. Parce que moi, je suis une personne qui fait confiance à tout le monde. Bon, si je suis revenu en arrière, j'investirais dans l'emploi, puis toujours rêvé d'affaires. Un chez nous à moi. Que je serais capable d'accueillir mes enfants, mes petits-enfants dans la maison. Donc, c'était le cas de Mme Gagnon, qui est moins connue que Mme Grimaldi. Donc, c'est une histoire assez triste, une madame qui a gagné à la loterie puis qui a fait confiance à encore une fois, des gens de son entourage. Puis, en voyant la vidéo, on se rend compte que, en écoutant ses paroles, que la pauvre Mme Gagnon, elle a investi dans des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle disait « Ah, j'ai signé des papiers, il me remettait un genre de diplôme. » C'est un peu vague. Donc, je ne pense pas qu'elle comprenait dans quoi elle investissait. Il y avait des présentations dans des motels. Puis bon, on voit que, comme elle a dit, elle s'est renseignée, mais seulement après. Donc, quelques indices qui vous disent que c'est trop beau pour être vrai. Puis on l'a vu dans les vidéos, des promesses de rendement élevés. Hein, quand on vous offre du 10, 15, 20, des fois, ça va être farfelu. Ils vont offrir du 200 %. Ça, c'est un indice qu'on est devant une tentative de fraude. Quand on vous dit que c'est garanti, pas de risque. Quand on vous offre du garanti, pas de risque, ça va être des CPG, des obligations d'épargne, des obligations gouvernementales. Mais ça ne sera pas du 10-15 %. Hein. Si vous avez du 1,5-2 %, ça va être beau. Donc, encore une fois, ça, c'est double. C'est ça, des fois, c'est un double mensonge. Gros rendement, pas de risque. Il y a une loi qui est à peu près incontournable en investissement, c'est que si il y a un potentiel de rendement élevé, c'est qu'il y a un potentiel de risque élevé aussi. Okay? On dit que c'est de l'argent facile. Allez voir, place-les ton argent, tu vas faire ton tour du monde, il n'y en aura pas de problème. C'est de l'argent, ça va être de l'argent vite fait. Vous savez, vous avez de l'expérience, l'argent vite fait, c'est très rare, à moins d'avoir un héritage. C'est un contact qui sont non sollicités. C'est des gens que vous ne connaissez pas, hein, qui se présentent à vous, puis vous ne les avez jamais vus avant ou peu pas entendu parler, puis là, ils vous offrent des placements. Pourquoi ils ont appelé, pourquoi ils vous contactent par téléphone ou par courriel? Donc, c'est des gens que vous n'avez pas cités vous-même. Un vieux truc de fraudeur aussi, c'est de vous demander de prendre une décision rapidement. Si moi, je viens ici aujourd'hui et je vous demande d'investir avec moi, mais que vite, vous devez faire ça avant la fin de semaine, puis je suis même prêt à envoyer quelqu'un chercher un chèque visé chez vous, c'est parce que je veux que vous preniez une décision rapide. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous en parliez à d'autres personnes. C'est ça le truc. Je ne veux pas que vous vous renseigniez auprès de votre conseiller habituel ou auprès de membres de votre famille. Donc, ça prend une décision rapide. Il n'y a jamais d'urgence d'investir. L'investissement, il est supposé être là encore la semaine prochaine. Hein? On n'est pas en période de REER, là, où vous avez jusqu'à demain matin pour investir. Donc, prenez le temps de réfléchir.
Un autre truc de fraudeur, un autre indice que c'est trop beau pour être vrai, je viens ici, je vous demande la confidentialité. Parlez-en pas à votre conseiller, parlez-en pas à votre comptable, parlez-en pas à vos enfants, parlez-en pas à l'autorité, surtout pas à l'autorité des marchés financiers, parce qu'eux autres, c'est une gang, c'est un organisme du gouvernement, puis ils sont là avec l'austérité, là, ils veulent vous empêcher de vous enrichir. Il y a déjà de nos enquêteurs qui ont été dans des séminaires d'investissement, puis ils ont entendu des affaires, des fraudeurs étaient là en avant, puis cassaient du sucre sur le dos de l'autorité en disant que nous, on était là pour empêcher les gens de s'enrichir. OK? Donc, de ne pas en parler, ou de ne pas en parler parce qu'un coup qu'ils en parlent, là, tout le monde va savoir, puis il va y avoir plus d'impôts. Donc, c'est ça. Il faut éviter, quand on vous demande la confidentialité. On dit qu'on a de l'information privilégiée. Moi, je viens ici après-midi, je vous dis, la compagnie ABC, dans tantôt, qu'est-ce qui vaut 5 cents, l'action, puis qui en fait vaut rien. Mais là, je dis, elles, là, ils ont découvert un médicament qui va atténuer les symptômes de Parkinson ou le cancer ou le sida, n'importe quoi, qui va être inscrite à la bourse et que ça va passer de 5 cents à 50 $ d'ici 3 semaines. Même si j'étais sûr de ces informations-là, je n'aurais pas le droit de vous les dire, c'est une information privilégiée. 2, c'est pas mal sûr que je suis en train de vous embobiner. Pardon. Un autre indice, et on voit ça souvent dans les cas de fraude à la Ponzi ou pyramidale. Vous y mettez le 10 000 $ avec moi, puis je vous incite à recruter des amis, puis chaque ami que vous recrutez, je vais vous mettre peut-être un 200 $. Vous allez recruter, puis effectivement, les premiers, je vais leur donner 200 $. Puis je dis, ça, c'est ouvert à tout le monde. Vous recrutez des amis, 200 $ de l'investisseur, 200 $ de la shot. Vous dites, wow, je veux. Fait que là, je vais payer les premiers. Vous allez trouver ça intéressant. Vous allez être encouragé à vous trouver d'autres amis pour venir. Mais là, moi, quand je vais me pousser, là, vos amis ne seront pas très contents après vous. Okay? Parce que je vais être parti avec vos 200 $, vos 10 000 $ et leur argent à eux. Et potentiellement, ils vont vouloir vous en amener en justice. Hein? Parce qu'ils vont dire, vous êtes peut-être à coquiner avec moi. Donc, faites excessivement attention à ces indices. Des astuces. Comment on fait pour éviter la fraude? Il n'y a personne qui est à l'abri à 100 % d'une fraude, mais il y a certains petits trucs. Premièrement, si moi, je me dis conseiller financier ou c'est pas un titre qui existe exactement, conseiller financier, mais souvent, c'est le titre qu'on emploie. Je me dis représentant d'épargne collective, représentant en placement. Assurez-vous que je suis inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. Prenez mon nom. Allez voir si je suis inscrit. Je vais vous montrer comment on peut aller voir si la personne est inscrite. Ça, c'est obligatoire. C'est comme obligatoire. Ça devrait être obligatoire comme porter sa ceinture de sécurité. Okay? Ne pas faire de chèque au nom du représentant. Si moi, je viens ici vous vendre des placements, puis je vous dis, faites le chèque au nom de Michel Yariepi, ça devrait sonner une puce à l'oreille. Ou même si je vous vends quelque chose de moins compliqué, comme de l'assurance auto, puis je vous dis, non, faites pas ça à SSQ ou n'importe quoi, faites ça au nom de Michel Yariepi. OK? Habituellement, c'est bien rare qu'on procède comme ça. Vous devriez faire un chèque au nom, par exemple, de placement Banque nationale ou de chez SSQ ou de n'importe quelle compagnie d'assurance, mais pas au nom du représentant. On a vu des cas où par exemple, une assurance habitation. La personne, moi, je dis que je travaille pour Wawanesa, je vous vends une assurance d'habitation, je vous imprime ça, je vous envoie ça, puis là, à un moment donné, vous avez une réclamation. Puis vous avez le chèque au nom de Michel Yariepi. Là, à un moment donné, il y a un feu dans votre cuisine, n'importe quoi, votre sol inondé. Vous appelez, vous réclamez à Wawanesa, évidemment. Puis là, Wawanesa dit, bien non, vous n'avez pas de police de 105, nous autres, madame, monsieur. Je dis, ben oui. Puis là, finalement, j'ai fait un chèque au nom de Michel Yariepi, puis il m'a envoyé, j'ai des papiers de Wawanesa, mais moi, je suis wise, j'ai une imprimante, je ne suis pas pire en graphisme, je vous ai fait une fausse police d'assurance. Et les personnes se font peut-être frauder comme ça pendant une couple d'années, puis ça ne rend pas compte, mais jusqu'au jour où ils réclament, puis la compagnie d'assurance dit, bien, mon pauvre monsieur, ma pauvre madame, vous n'avez pas de police chez nous. Donc, jamais au nom du représentant. Je sais que c'est fatigant aussi. Lire attentivement avant de signer. Hein? Des fois, c'est écrit petit, c'est compliqué, c'est plate à lire, oui. Mais prenez le temps de lire avant de signer.
Si vous trouvez que c'est complexe à lire, des fois, le jargon, les compagnies, les banques, les caisses pop, les compagnies d'assurance essaient de simplifier la documentation, mais des fois, ça peut être un petit peu complexe à lire. Demandez au représentant de vous aider. Hein? Si le représentant n'est pas assez patient, vous aider, trouvez un autre représentant pour vous aider à passer à travers le contrat. Prendre le temps de décider, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'urgence à investir, il n'y a pas d'urgence, hein? Il n'y a jamais d'urgence. Prenez le temps de décider. Prenez le temps de vous informer avant d'investir. Évitez les informations privilégiées parce que, moi, je n'aurais pas le droit de vous le dire, que j'ai une information privilégiée, puis 2 fois, c'est parce que je vous ai vendu. C'est un pieux mensonge que je vous ai fait. C'est pas vraiment de l'information privilégiée, c'est du vent. Posez des questions. Quand vous comprenez pas, on se rend compte, on a vu les deux vidéos des 2 dames. On n'a pas l'impression qu'ils ont posé beaucoup de questions avant. Ils ont commencé à poser des questions après, quand c'était trop tard. Hein? Ils ont signé à peu près n'importe quoi, ils ont embarqué, ils se sont fait embarquer. Donc, poser des questions, à un moment donné, quand vous posez beaucoup de questions pour un fraudeur, ça devient fatigant, parce que le fraudeur va s'enfarger dans ses menteries. Donc, soyez très, très vigilants. Je vous ai dit de vérifier l'inscription. Vous pouvez aller en ligne sur le site de l'Autorité des marchés financiers pour vérifier que la personne qui essaie de vous vendre des produits ou des services financiers est bel et bien inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers. Donc, c'est assez clair. Sur notre site, si vous allez sur la page, il y a une section pour pouvoir vérifier l'inscription. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler à notre centre d'information. Il a donné le nom de la personne et eux vont pouvoir, en direct, vérifier avec vous si la personne est inscrite. On est ouvert tous les jours de la semaine aux heures ouvrables et on a un service bilingue. Ça va leur faire plaisir de vous informer. Donc, 5 bonnes questions à se poser. Encore, on frappe souvent sur le même clou, mais c'est important. Est-ce que la personne est dûment enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers? Vérifiez que la personne a bel et bien un permis. Si moi, je veux vous vendre des produits et des services financiers de l'assurance de déplacement, dans la majorité des cas, je devrais détenir un permis de l'Autorité des marchés financiers. Okay? Vérifiez toujours, demandez toujours de l'information écrite et détaillée sur un placement. Souvent, il y a des gens qui viennent chez nous, puis là, ils se sont fait frauder, la personne s'est poussée, puis on leur dit, OK, amenez, on va ouvrir un dossier, amenez toute l'information que vous avez. Ils n'ont aucune information papier, puis ils ont payé cash. Alors là, pour nous, pour essayer de suivre, de rattraper cette personne-là, de ramasser des indices, mais là, on est devant rien. Hein? La personne a mis 15-20 000 cash, n'a jamais eu de relevé, rien. Là, c'est très compliqué pour nous autres d'agir. Encore une fois, est-ce que les rendements sont trop beaux pour être vrais? 10-15 % sans risque. Est-ce qu'on vous a mis des choses susceptibles de vous mettre la puce à l'oreille? C'est quoi des choses susceptibles? Ça peut être à peu près... c'est ça, des gens qui vous racontent n'importe quoi. Ou une de mes favorites dit, moi, vous savez, j'ai même fait investir mes parents là-dedans. Ma mère a tout investi là-dedans aussi. Tu sais, c'est le genre de paroles vides qui nous allument. On nous dit, bon, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi cette personne-là me dit ça? Des comportements qui me paraissent suspects. Malheureusement, les comportements suspects arrivent quand il est trop tard. Commencer à appeler la personne, le soi-disant conseiller, qui vous a conseillé des placements, puis là, ça devient de plus en plus long avant d'avoir des retours d'appel. Ou à un moment donné, il n'y a plus de numéro de service, ils appellent, c'est un autre numéro. Exactement. Ça, c'est des comportements qui peuvent vous paraître suspects. Donc, c'est 5 bonnes questions qu'on devrait se poser avant d'investir ou même avant de prendre une assurance. Et on va avoir Valérie qui va nous parler de plainte. Comment porter plainte? Docteur Davignon m'indiquait qu'on devait terminer rapidement. Alors, on va faire ce cours. Je voudrais quand même remercier la dame qui était assise à côté de moi, qui m'a posé une question importante.
même si c'est quelqu'un qui travaille dans une banque, cette personne-là doit être inscrite à l'Autorité des marchés financiers. Donc, que vous investissiez avec on dit conseiller financier, comme Michel l'expliquait tantôt, ce n'est pas le terme exact, mais avant d'investir, peu importe avec qui, vérifiez auprès de l'Autorité des marchés financiers. Donc, les activités de la banque elle-même, c'est le gouvernement fédéral, mais les représentants qui vendent des investissements doivent être inscrits chez nous. Alors, je voudrais commencer en disant que lorsqu'on pense qu'on a été victime de fraude ou d'une tentative de fraude, il faut toujours aviser rapidement la police et l'Autorité des marchés financiers. On ne se pose pas de questions là-dessus. Des fois, ce n'est pas une fraude, mais on ne s'entend pas bien avec notre assureur, avec notre caisse populaire, avec notre représentant. Donc, ce n'est pas une question de fraude, mais on ne s'entend pas sur quelque chose. Je vous donne un exemple. Mon assureur refuse de payer ma réclamation et je pense qu'il n'y a pas le droit de refuser, selon moi, selon ce que je regarde dans mon contrat, où ma caisse populaire m'a chargé des frais de transfert, ce n'était pas prévu au départ, où mon représentant m'a proposé des produits d'investissement qui ne correspondaient pas du tout à mon profil d'investisseur. Hein. Donc ça, ce sont des exemples, malheureusement, des événements qui peuvent arriver. On ne s'entend pas avec notre entreprise ou notre représentant de services financiers. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on vous dit de faire, c'est vraiment d'apporter votre plainte plus haut, donc de parler à un supérieur, faire une plainte par écrit. Et si ça ne fonctionne pas, appelez l'Autorité des marchés financiers. Dans certains dossiers, on peut faire quelque chose, on peut offrir des services de médiation gratuits. Ça peut vous éviter d'aller devant des tribunaux. Je ne vous dis pas que c'est ce qui se passe à tous les coups, ça dépend du dossier, ça dépend de la volonté des deux parties d'en arriver à un règlement, mais c'est un service qu'on offre à l'autorité. Alors, il y a quelques personnes parmi vous qui avaient eu une brochure sur la fraude. Il nous en reste 3 ou 4 seulement, à l'avant seulement. Toutefois, vous pouvez appeler notre centre d'information pour obtenir encore de la documentation. Il y a cette brochure-là, il y en a d'autres aussi. Notre site web www.l'autorité.qc.ca, vous allez avoir la liste de nos publications et beaucoup de contenu web aussi, selon ce que vous avez de besoin. J'en profite pour vous remercier. On a peu de temps, courte période de questions s'il y a des questions parmi vous.